Mesdames et messieurs, bonsoir. Désolé pour ce retard, on a eu un petit contretemps, petit problème d'imprimante, mais on va essayer de rattraper le retard donc avec cette présentation qu'on va essayer de raccourcir et d'aller le plus vite possible pour commencer les discussions sans plus tarder. Merci donc de venir ce soir, malgré la chaleur, pour cette quatrième édition, enfin cette quatrième session de ce second cycle qu'on organise ici. Et sans plus tarder, je vais laisser Zoé commencer à présenter le petit sujet que nous vous présentons ce soir. Donc, comme le titre l'indique, on se concentrera sur une question qui a une portée plutôt philosophique, mais pas uniquement. Donc la nature a-t-elle une valeur intrinsèque ? Alors, pour mesurer un peu l'urgence de cette réflexion, il faut observer un petit peu les glissements sémantiques au sein même des instances de gouvernance mondiale. Par exemple, entre 2018 et 2019, l'IPBES a opéré un tournant conceptuel majeur, puisqu'elle a substitué la notion de service à la notion de service écosystémique, celle des contributions de la nature aux populations. Donc, ce changement, c'est un petit peu une sorte d'aveu de rupture, en quelque sorte, puisque la notion de service, qui était plutôt calquée sur une théorie économique classique, a enfermé un petit peu le vivant dans un statut de subordination, et l'humanité un petit peu comme celle de cliente en fait des services proposés par les écosystèmes. Donc en fait on peut dire qu'elle réduisait un peu la nature à un stock de capital quantifiable. Du coup, en introduisant ces contributions, les experts ils ont tenté de réinjecter la complexité sociale, culturelle et relationnelle. Donc ils ont reconnu que la nature, elle ne fournit pas seulement du carbone, de la biomasse, etc., mais elle co-constitue également nos identités, nos rituels et nos cadres de pensée. Elle pose donc la question sous-jacente, peut-on véritablement protéger une entité si sa valeur reste indexée, même de manière immatérielle, sur le bien-être de celui qui la détruit ? Donc pour comprendre un peu les résistances systémiques à l'émergence de cette valeur intrinsèque, on peut peut-être commencer par la racine du problème de la considération duelle de la nature qu'on entretient aujourd'hui. En fait, notre structure mentale, c'est un petit peu l'héritière directe du raisonnement cartésien. Donc, en fondant ce dualisme, René Descartes, il a opéré une entreprise un petit peu de désenchantement du monde, on pourrait dire. Donc d'un côté, on a plutôt le res cogitans, qui serait la substance pensante, donc vraiment l'apanage exclusif de l'être humain. Et de l'autre, on aurait la res extensa, donc qui serait la substance étendue, une nature matérielle et purement mécanique. C'est un petit peu précisément ce réductionnisme mécanique que s'est attaqué un philosophe américain qui a écrit un papier assez révolutionnaire sur le sujet, qui s'appelait Holmes Royston III, qui est un des pères fondateurs de l'éthique environnementale. La thèse de Royston, elle récuse l'idée que l'être humain il soit le seul générateur de la valeur de l'univers. Donc, dans la tradition occidentale, on considère souvent que la nature elle a de valeur que parce que le sujet humain l'évalue. Et Royston il renverse un petit peu cette perspective. Donc pour lui, chaque organisme vivant est une proposition téléologique, un centre de vie, qui déploie des stratégies biologiques pour maintenir son existence. Donc cette critique philosophique, elle trouve quand même un écho assez notable dans l'anthropologie contemporaine, dans un nom que vous connaissez probablement, à savoir les travaux de Philippe Descola. L'apport fondamental de Descola, c'est d'avoir provincialisé, entre guillemets, en tout cas globalisé la pensée occidentale. Donc il a cartographié 4 grandes ontologies mondiales, qui sont le naturalisme, l'animisme, le totémisme et l'analogisme. Et il a démontré que notre séparation occidentale étanche entre nature et culture, elle n'a rien d'une vérité universelle, en fait. Elle n'a que de la spécificité de notre ontologie, qui est le naturalisme, et qui postule que les humains et les non-humains partagent les mêmes lois physiques, mais diffèrent radicalement par leur esprit. Donc à l'inverse, on peut citer l'exemple des peuples animistes de l'Amazonie ou du Grand Nord, qui postulent une continuité des âmes et une discontinuité des corps. Alors pour eux, les animaux possèdent une intériorité identique à celle des hommes, une vie sociale, des institutions, etc.
Et l'apport de Descola est assez crucial pour la table ronde de ce soir, puisqu'il nous montre que la crise écologique actuelle, c'est pas seulement une crise de la relation de l'être humain avec la nature, mais une crise terminale en fait, d'une ontologie spécifique, le naturalisme. Donc sortir en quelque sorte d'un utilitarisme, ça devient une exigence, une nécessité. On peut même pousser un petit peu plus loin cette investigation anthropologique avec Eduardo Viveros de Castro sur le perspectivisme amérindien. Donc, en Occident, on fonctionne surtout sur le modèle du multiculturalisme, pardon. Donc, il y a une seule nature objective qui est plutôt gérée par la science et une multitude de cultures humaines, donc, puis l'interprète. Alors que chez les Amérindiens, c'est un peu l'inverse. Il y a une sorte de multinaturalisme, en tout cas c'est comme ça qu'il l'a nommé. L'unité, elle réside plutôt dans la culture et l'esprit, puisque tous les êtres partagent le même fond spirituel humain, mais la diversité réside dans les corps. Donc ça veut dire que, en fait, si on peut prendre un exemple assez significatif, hein, que j'ai trouvé rigolo, si on prend le jaguar, par exemple, il ne va pas se penser comme un animal, il va se penser comme un être humain. Et lorsqu'il regarde le sang de sa proie, par exemple, il boit de la bière de manioc. Donc ce concept, il dissout radicalement l'anthropocentrisme, puisque l'humain n'est plus au sommet de la pyramide. C'est une condition un peu partagée par l'ensemble du vivant. Donc si chaque être est un sujet doté d'un point de vue légitime sur le monde, l'exploitation sans frein du non-humain devient au sens propre une sorte de crime. Donc, si on quitte les forêts d'Amazonie, pour revenir un petit peu au laboratoire de biologie, notamment de la biologie contemporaine, la science actuelle, elle a produit également une critique du dualisme, parce que pendant des siècles, la biologie, elle a plutôt pensé l'organisme comme une sorte de forteresse isolée, notamment par des frontières anatomiques strictes, et luttant un petit peu contre son environnement. Or, dans les données actuelles, on a plutôt tendance à abandonner cette idée, puisqu'un organisme ne vit pas dans un milieu, il est coexistif de son milieu, par un flux permanent d'échanges. Donc la frontière entre l'intérieur et l'extérieur est une sorte d'abstraction, en quelque sorte. Par exemple, un exemple assez parlant, ça peut être le cycle de l'azote, le flux de carbone ou l'épigénétique, qui montre un petit peu comment l'environnement s'inscrit au cœur de l'expression de nos gènes. Donc, dès lors, comme quand on pense l'organisme et son environnement comme une sorte de continuum, l'idée d'une valeur purement instrumentale de la nature, elle s'effondre un petit peu. Donc, détruire le milieu, c'est pas seulement amputer un décor extérieur, c'est aussi altérer la matrice biologique qui nous constitue. Cette interpénétration biologique culmine dans le concept de symbiogénèse, théorisé en son temps par Lynn Margulis et aujourd'hui omniprésent à travers l'étude des microbiotes, qui remonte d'ailleurs à une conférence qu'on a organisée précédemment avec Philippe Sansonetti. Nous savons désormais que l'évolution ne procède pas uniquement par sélection, des mutations individuelles et compétitions farouches, mais par emboîtement, fusion et alliance métabolique. L'humain, par exemple, n'est pas un individu génétiquement pur, il est un holombionte. Un écosystème donc, ambulant, abritant des milliards de bactéries sans lesquelles il ne pourrait ni digérer, ni penser et finalement ni survivre. Nos propres mitochondries cellulaires sont les descendants de bactéries capturées il y a des milliards d'années. Okay. Cette réalité biologique impose une ontologie relationnelle. La relation précède l'essence. Si l'identité d'un être est faite de la multiplicité des autres êtres avec lesquels il fait alliance, où s'arrête le sujet et où commence l'objet ? La valeur intrinsèque ne peut plus être attribuée à un individu isolé, elle doit être reconnue à la relation symbiotique elle-même. Protéger le vivant, ce n'est pas préserver les spécimens sous cloche, c'est garantir la continuité de tissus, de relations créatrices. Alors, on pourrait traduire un petit peu ces vertiges anthropologiques et biologiques
comme l'a fait le philosophe norvégien Arne Næss, donc, qui est le père fondateur de l'écologie profonde. Alors il propose une sorte d'égalitarisme radical, donc tous les êtres vivants, des grands mammifères aux virus, ils possèdent un droit égal à vivre et à s'épanouir. Donc en fait, il invite un peu l'être humain à élargir son soi pour s'identifier à la biosphère entière. C'est un grand projet. C'est une tentative assez puissante pour fonder une éthique holistique où la valeur intrinsèque de la totalité prime sur les intérêts particuliers de notre espèce. Donc cependant, cette approche, elle a quand même quelques limites. Si on proclame un égalitarisme absolu entre toutes les composantes de la biosphère, l'écologie profonde risque peut-être de dissoudre un peu la spécificité de la responsabilité humaine, notamment. Si tout se vaut, comment peut-on justifier l'action morale ? Et de plus, si on postule l'existence d'un grand tout harmonieux, ça frôle peut-être parfois un peu un mysticisme naturaliste. À l'exact opposé du holisme de Næss, on retrouve le philosophe Peter Singer, qui est théoricien de la libération animale, donc un grand livre. Donc Singer, il s'inscrit plutôt dans une tradition utilitariste, propre aux anglo-saxons, John Stuart Mill, etc. Et il refuse un petit peu le concept métaphysique de valeur intrinsèque globale. Donc pour lui, le critère légitime moral qui prime, c'est la sentience, donc c'est-à-dire la capacité subjective à ressentir la douleur, le plaisir, enfin la sensibilité, en gros. Donc dès lors que l'animal souffre, ses intérêts doivent être pris en compte au même titre que ceux des humains. Et refuser cela relève du spécisme. Donc l'efficacité politique et juridique de cette thèse, elle est indiscutable, notamment par exemple dans les cas où on doit penser aux réformes de l'élevage industriel, mais il y a quand même des limites écologiques, notamment sur le fait de centrer l'éthique sur le système nerveux central. Singer exclut à peu près toute la communauté de la majorité du vivant, en fait, les plantes, les champignons, les écosystèmes, les insectes, les entités collectives, qui ne souffrent pas vraiment au sens psychologique du terme, comme un être humain pourrait le faire. Donc l'éthique de la sentience s'avère plutôt incapable de penser la valeur de la biodiversité systémique, de la biodiversité dans son ensemble, parce qu'elle protège seulement l'individu sensible, mais elle reste un petit peu aveugle à l'équilibre global. Donc au terme de ce parcours, il y a un constat qui s'impose, c'est qu'on est un petit peu à la croisée de plusieurs chemins qui ne sont pas évidents, et face surtout à l'obligation un petit peu de construire un nouveau paradigme. En premier lieu, il faudrait d'abord reconnaître la valeur intrinsèque de la nature, donc ça implique une révolution en 3 actes. Il doit être premièrement juridique, donc en osant faire de la nature un sujet de droit, doté d'une personnalité juridique propre. On commence à voir ça. Par exemple, une dynamique qui est déjà à l'œuvre en Nouvelle-Zélande, pour les fleuves, les forêts. Elle doit être aussi épistémologique, en acceptant de croiser la rigueur de nos sciences écologistes avec la sagesse des ontologies non occidentales, ce qui est un point très important et un peu délicat. Et enfin, elle doit être existentielle, puisqu'il s'agit un petit peu de passer d'un modèle de l'arrachement et de l'exploitation à un modèle de la réciprocité. Donc, grand projet également. Reconnaître la valeur intrinsèque du vivant n'est pas une abdication de la raison humaine, ce serait plutôt son accomplissement le plus haut. Donc accepter que notre liberté s'arrête là où commence la dignité des autres formes de vie avec lesquelles nous partageons le destin de la planète. Donc pour ouvrir notre discussion et donner la parole à nos invités, je vous propose de structurer notre réflexion autour de 3 axes, en tout cas qu'on a retenus. Donc vous pouvez les lire au tableau. Le premier axe, ça serait donc la biologie contemporaine nous contraint-elle à réviser nos critères de ce qui mérite d'être protégé. Second, ça portera plutôt sur les ontologies, donc notamment les ontologies non occidentales qu'on évoquait tout à l'heure, qui dissolvent plus que le naturalisme la frontière humain-nature. Est-ce que c'est des alternatives philosophiques applicables juridiquement et applicables même empiriquement? Et peut-on fonder la valeur intrinsèque de la nature sans tomber dans l'écueil inverse, c'est-à-dire une sorte de sacralisation qui rendrait toute relation impossible? Donc, sans plus tarder, nous allons laisser les invités, vous pouvez vous installer et vous pouvez
également vous présenter. Allez-y quand vous voulez. Ah, vous voulez qu'on commence tout de suite? Non, juste vous présenter. Présentez-vous. Tout simplement. On va vous laisser. Je vous laisse commencer. D'accord. Donc, bonjour à tous. Donc, je m'appelle Virginie Courtier-Gogozo. Je suis directrice de recherche au CNRS et j'étudie l'évolution. Donc, moi, je suis la biologiste de service ce soir. Voilà. Et donc, dans mon équipe, donc, on fait du travail sur le terrain. Donc, on va collecter des mouches drosophiles dans la nature. On observe leur comportement, leurs relations avec les autres espèces. Et ensuite, on les ramène au laboratoire et on fait des expériences au laboratoire, par exemple des interactions entre les fourmis et les drosophiles, les mouches drosophiles. Et on fait aussi beaucoup d'expériences sur les génomes. Donc, on va séquencer l'ADN, on va comparer des espèces différentes. Et le but, c'est de comprendre comment des espèces différentes se sont formées au cours de l'évolution, quels sont les mécanismes de l'évolution. Donc c'est une question fondamentale vraiment pour essayer de comprendre la diversité, la biodiversité que l'on observe aujourd'hui. Et en ce moment, on s'intéresse à des colles à base de protéines qui sont produites par les mouches, qui leur permettent de s'accrocher au moment de la métamorphose. Donc c'est un peu comme l'équivalent du cocon du papillon. Et cette colle, elle est très adhésive et elle varie énormément entre espèces. Donc nous, on se pose des questions d'évolution, de biologie fondamentale, mais on espère aussi que nos recherches permettront de développer des nouvelles colles qui sont à base de protéines et qui ne sont pas à base de polymères chimiques et qui pourraient donc être moins toxiques et moins polluantes. Donc il y a aussi une application. Voilà, et donc au cours de mon travail, je me suis aussi posé des questions sur la place qu'on accorde au monde vivant en général, aux mouches, mais aussi aux autres organismes qu'on va étudier dans les laboratoires et aussi dans la nature. Et donc en tant que biologiste, voilà, je vais apporter ma vision des choses, de comment on voit la nature, comment personnellement j'approche cette question. Voilà. Donc, bonjour, donc, je suis Péric Pitrou, je suis directeur de recherche au CNRS. Donc, je suis anthropologue. J'ai fait ma thèse sous la direction de Philippe Descola, donc l'opération épistémologique que vous décrivez a complètement influencé mes travaux. Donc, je suis anthropologue et au début, j'ai fait des enquêtes ethnographiques de longue durée parmi des populations amérindiennes du Mexique pour étudier précisément les relations de populations de villageoises paysannes avec l'environnement naturel. Avec cette idée que, par rapport à la catégorie occidentale ou la vision dualiste que vous avez bien rappelé, qui sépare les sociétés humaines et la nature, qui serait un lieu gouverné uniquement par des lois physico-chimiques, et bien sous l'impulsion d'Escola, on a été nombreux et nombreuses à partir étudier des sociétés humaines dans lesquelles les relations avec l'environnement ne correspondaient pas à ce dualisme strict. Et donc, pour ce qui me concerne, j'ai étudié des pratiques de sacrifice d'animaux qui consistaient à sacrifier des volailles pour interagir avec diverses entités qui possèdent le pouvoir de faire vivre, qui possèdent le pouvoir de faire croître les récoltes, qui possèdent le pouvoir de favoriser la santé des humains. Et donc, en décrivant cette configuration cosmopolitique, comme le dit Descola, c'est-à-dire c'est une façon de faire de la politique, pas simplement entre les humains, mais aussi avec des entités de la nature, avec des entités qui produisent, qui ont ce pouvoir de faire vivre, eh bien, j'ai enquêté pendant de nombreuses années sur des conceptions de la nature qui sont très, très différentes. Et d'une façon plus précise, à l'issue de 2 années d'enquête de terrain et du travail doctoral, j'en suis venu à identifier quelque chose qui n'avait pas été décrit auparavant. C'est le fait qu'il y a, dans toutes les sociétés humaines, des théories de la vie. Alors, c'est quoi les théories de la vie? C'est une façon de regarder la croissance, la reproduction, la vieillesse, la mort, à la fois chez les animaux et les végétaux, dans nos propres corps, malheureusement. Et face à ces phénomènes, de se demander qu'est-ce qui cause ces phénomènes.
Et donc là, il y a, selon moi, un universel anthropologique qui fait que les sociétés humaines se posent des questions de savoir qu'est-ce qui cause ces phénomènes, d'où vient ce pouvoir. Et donc ce qui est intéressant, c'est que c'est une question qui n'est pas en fait une question qui est traitée par les sciences de la vie. Et c'est une question qui peut être simplement traitée, donc elle n'est pas traitée que par les sciences de la vie, elle est traitée aussi par les sciences humaines et sociales, parce qu'on se rend compte que les théories de la vie qu'on va développer, c'est ce que j'ai pu constater parmi les populations amérindiennes, mais c'est valable ailleurs, sont des théories dans lesquelles il y a une sorte de synthèse d'inférences. Et pour comprendre comment va croître le maïs, par exemple, eh bien, il y a à la fois des inférences qui consistent à regarder comment va croître un végétal. Il y a aussi une inférence qui va être reliée à l'expérience même technique qui consiste à semer du maïs et à le faire croître. Et il y a aussi une réflexion plus large sur les relations sociales qu'on va avoir avec le maïs et aussi avec une entité qui s'appelle celui qui fait vivre. Et donc là, mon point, c'est de dire en fait que la façon les théories de la vie que j'ai observées parmi les populations amérindiennes sont des théories qui sont bio-techno-sociologiques. C'est-à-dire qu'elles mêlent en fait une expérience sociale, une expérience technique et une expérience aussi biologique. Et je pense que le changement que vous avez pointé dans une slide précédemment, le fait qu'on passe de l'idée que la nature pourrait rendre un service à l'idée que la nature pourrait contribuer, c'est typiquement une situation dans laquelle la façon de décrire en fait ce qui se passe dans la nature ne consiste pas simplement à observer des êtres vivants et des systèmes écologiques, c'est une façon aussi de mobiliser notre propre expérience de ce que c'est que rendre service, que d'utiliser quelqu'un ou quelque chose, qu'est-ce que c'est que contribuer, qu'est-ce que c'est que donner, qu'est-ce que c'est que la réciprocité. Autant de catégories qui sont à la fois sociologiques, mais qui peuvent aussi se traduire dans la biologie. Donc voilà, c'est un petit peu les premières réflexions que je pouvais faire à partir de ce parcours qui m'a conduit à créer au laboratoire d'anthropologie de la vie, d'anthropologie sociale, une équipe qui s'appelle Anthropologie de la vie. Et de même que Descola compare différentes conceptions de la nature, eh bien, ce qu'on fait avec l'équipe, c'est d'essayer de comparer différentes conceptions de la vie, telle que je viens de la définir. La vie en tant que phénomène socio-technique. Très bien, justement, je voulais rebondir par rapport au biomimétisme, finalement, que vous décriviez, et notamment ces observations du biodesign ou biologie de synthèse. Quand un ingénieur s'inspire du vivant, est-ce qu'il reconnaît une valeur, la nature, ou est-ce qu'il la traite un peu comme une bibliothèque de brevets à volonté ? Est-ce que... Oui, dans le cas de notre étude sur l'école de drosophile, c'est vraiment plus comme une bibliothèque et on va étudier, déjà identifier quelles sont les protéines présentes dans la colle et ensuite les purifier au laboratoire, regarder quelles sont leurs propriétés, voir si elles récapitulent les propriétés qu'on observe avec la colle naturelle. Et on essaye de récapituler certaines de ces propriétés. Et donc là, on a vraiment une vision très matérialiste où on voit la nature comme une série de molécules et on essaye d'étudier ces molécules et de voir les propriétés intéressantes et comment on peut les produire en grande quantité pour nos besoins. Donc là, c'est vraiment voir la nature sous sa valeur utilitaire. Donc pour moi, la plupart du biomimétisme, je pense que tu pourras en parler mieux que moi, mais c'est souvent cette vision-là, en fait. C'est vraiment regarder certaines caractéristiques de la nature qu'on va pouvoir nous-mêmes produire. Et donc, en fait, ce qu'on va produire, c'est des molécules, c'est du matériel, finalement. C'est le côté matériel des êtres vivants. Donc, alors c'est une bonne question. Peut-être que je peux juste préciser comment, après avoir étudié en fait des pratiques traditionnelles dans une société amérindienne consistant à cultiver le maïs ou bien à demander rituellement l'aide à des entités de la nature, pourquoi est-ce que j'en suis venu à me pencher sur des biotechnologies ? Il m'a semblé dans un cadre comparatiste en fait que dans des pratiques très high-tech, on pouvait retrouver des choses que j'observais aussi parmi les populations amérindiennes, qui est le fait, par exemple, que pour penser le vivant, eh bien, il est assez courant d'utiliser des métaphores technicistes.
de penser le cœur comme une pompe, la digestion comme une coction, le corps comme une usine. Chez les Indiens Miré avec lesquels j'ai vécu, il y a l'idée que le corps d'un enfant est un peu à cuire comme serait une poterie. Et donc il y a un usage assez généralisé de la métaphore pour penser la vie. Et donc ça m'a conduit à réfléchir aussi aux métaphores technicistes qui existaient dans le cadre des biotechnologies occidentales, dans la biologie de synthèse, dans le bioart aussi. Donc c'était intéressant de voir comment est-ce que des courants artistiques pouvaient reposer sur l'intervention sur le vivant pour mettre en valeur. C'est un autre sens que celui que vous avez en vue, mais mettre en valeur des caractéristiques esthétiques. Et ça m'a conduit aussi à aborder la question du biomimétisme, qui est en fait, c'est un petit peu une des lignes de réflexion ou d'investigation de l'équipe, c'est les relations entre vie et technique. Et donc dans ce cas-là, le biomimétisme ou la bioinspiration est, je dirais, un discours qui s'est vraiment développé depuis une vingtaine d'années suite à un ouvrage de Janine Bénus qui liste un certain nombre de caractéristiques ou d'expériences où les humains trouvent des solutions dans la nature. Et ce qu'on a fait avec des collègues dans mon équipe lors d'un numéro de Technique et Culture, ça a été d'essayer de voir que souvent le biomimétisme dans le monde occidental est présenté comme une solution pour sortir de la catastrophe écologique. En gros, on a pollué partout, et si on imitait correctement la nature, eh bien, on trouverait des solutions plus écologiques. Et donc, ce qu'on a voulu faire, en fait, c'est nous dire qu'il y avait dans cette vision-là peut-être quelque chose qui demandait à être un peu nuancé, en particulier en reconnaissant que dans toutes les sociétés, il y a des pratiques biomimétiques ou bio-inspirées qui consistent à regarder des êtres vivants ou des processus vitaux et à essayer de les imiter en construisant des objets, des procédés, voire même avec des techniques du corps. Et ce cas de comparatif nous a conduit aussi à adopter un regard critique par rapport à des discours assez à la mode, qui envisagent le biomimétisme comme une solution miracle, ou en tout cas comme une direction dans laquelle il faudrait s'engager, et qui ont tendance à inverser le dualisme culture-nature en disant les humains ne font que des erreurs, en revanche la nature est un ingénieur qui fait bien les choses, et il faudrait imiter la nature. Et donc, l'anthropologie cherche non pas le discours biomimétique, c'est de dire on regarde la nature et puis on trouve des solutions. L'approche anthropologique, c'est que font les humains lorsqu'ils disent qu'ils imitent la nature, en fait. Donc il y a une sorte de réflexivité. Et en fait, le résultat de cette observation, c'est de dire que quand un humain ou un groupe d'humains dit qu'il va étudier la nature pour s'en inspirer, généralement, ça mobilise avant tout un dispositif technique et social extrêmement sophistiqué. Donc, c'est jamais la nature qui vient délivrer des solutions. C'est des solutions qui sont vraiment trouvées par une science qui a accumulé des savoirs au fil du temps. Donc, c'est un peu ma position. Okay. Et justement, je voulais rebondir par rapport à quelque chose. Vous avez parlé du modelage de certaines communautés, donc qui parlaient de l'enfant qui était né d'argile. Ça m'a fait penser à quelque chose en préparant donc, cette table ronde de ce soir. En discutant avec certains proches, on m'a parlé de l'illémorphisme, qui n'est qu'une idée, une idée venant d'Aristote, qui parle de ilé, donc qui est la matière, et morphé, donc la forme. La matière a un rôle passif, c'est-à-dire une donnée inerte. La forme, elle, en revanche, est un principe actif qui l'organise et lui donne son identité. Donc je pensais un peu, ça m'a fait une petite transition là-dessus. Et on retrouve ce schème finalement en bio avec le programme qu'on pourrait avoir donc pour le gène et qui transforme la matière organique passive. Donc on pourrait avoir par exemple l'ADN qui est l'équivalent de l'architecte avec à côté le corps qui est lui esclave et qui attend l'ordre donc directement de l'architecte qu'est l'ADN. Madame Courtier-Orgogozo, vos travaux montrent que le développement d'un organisme n'a rien d'un plan d'architecte qui s'exécute proprement. Pour faire un neurone, la nature en produit 3 et en détruit 2. Pourtant, la biologie continue de parler de programmes génétiques, de
codes, de plans. Est-ce qu'on ne reste pas prisonnier d'une vieille image, celle de l'artisan qui impose une forme à une matière passive? Et est-ce que cette image-là ne nous empêche pas justement de reconnaître au vivant une activité et donc une valeur qui lui soit propre, finalement? Bon, il y a beaucoup de questions différentes. Voilà. Donc, cette question sur quelle est la part des gènes, est-ce que les gènes nous déterminent, je pense qu'on a tous, au fond de nous, cette question. On a envie de savoir ce qui fait qu'on est ce qu'on est aujourd'hui. Est-ce qu'on l'a depuis le début? Est-ce que c'est prédéterminé? Ou est-ce que vraiment on fait des choix ou pas? Ou est-ce que tout est dans nos gènes et en fait, finalement, on est entraîné par nos gènes? Donc, je pense qu'on a tous cette question. Et grâce à la biologie, on peut essayer de creuser un petit peu plus cette question. Mais finalement, le problème, c'est plutôt que la question est mal posée, finalement. Parce que quand on va étudier un être vivant, dans cet être vivant, il y a les gènes, il y a le matériel génétique, mais ce matériel génétique, si on le regarde lui-même tout seul, l'ADN, il est inerte, c'est juste une molécule. Elle ne fait rien toute seule. Donc le fait qu'elle ait une importance considérable, c'est parce qu'elle est au sein de cellules qui vont pouvoir lire cet ADN, le transformer en protéines, que ces protéines, elles vont agir les unes sur les autres dans certains systèmes, produire certaines enzymes, qui fait qu'on a mangé telle chose qui va agir sur le métabolisme. Enfin, donc c'est vraiment tout le système en entier qui produit une forme, qui produit donc une morphologie, qui va produire des réactions métaboliques, donc plutôt le côté physiologique, et qui va aussi produire des comportements, qui fait qu'aujourd'hui je vous parle, et que vous écoutez. Donc toutes ces choses, en fait, elles impliquent à la fois des gènes, à la fois de la matière, et c'est le résultat de l'interaction des gènes et de la matière qui font que on est ce qu'on est chaque personne. Et donc on ne peut pas vraiment séparer les gènes de la matière. Les gènes tout seuls ne font rien, la matière tout seule, elle ne fait rien non plus. Et donc, au cours de l'évolution de la vie sur Terre, l'apparition de la vie, pour moi, vraiment un moment crucial de l'apparition de la vie, ça a été ce couplage, finalement, entre un matériel génétique qui stocke de l'information sous une certaine forme et des protéines, d'autres molécules qui vont être capables de lire cette information et de fabriquer un système qui va pouvoir perdurer au cours du temps. Et on ne peut pas, du coup, séparer la part des gènes, la part de la matière. Après, du point de vue statistique, on peut, par exemple, prendre dans cette salle toutes les personnes, on peut séquencer leur ADN et on peut faire des études statistiques. Donc on peut voir, est-ce que, je ne sais pas, moi, une maladie cardiovasculaire, elle est associée à telle ou telle séquence d'ADN. Voilà. Donc tout ça, ça va être des statistiques qui vont permettre de trouver des associations entre des séquences d'ADN et des comportements, des prédispositions à des maladies ou des choses comme ça. Mais ce n'est qu'une association statistique qui se détecte dans une certaine population. Si on réalise cette expérience dans une autre population, on peut trouver quelque chose de totalement différent. Parce qu'à chaque fois, ces gènes interagissent avec la matière, avec leur environnement. Et dans un certain contexte, ça va développer une maladie, mais dans un autre contexte, ça ne va pas développer de maladie. Ça va dépendre, si cette personne, par exemple, elle a été en contact avec la cigarette ou pas, enfin d'autres choses qui peuvent agir. Et donc finalement, les gènes sont importants. Sans les gènes, on n'existerait pas. Mais sans la matière, les choses non génétiques, on n'existerait pas non plus. Donc c'est vraiment le couplage des deux qui fait ce qu'on est. Et on ne peut pas vraiment dire qu'il y a une part de l'un, une part de l'autre. C'est vraiment les deux ensemble, je dirais. Alors, pour revenir sur une autre question mal posée... J'aurais peut-être juste quelque chose à dire pour rebondir par rapport à la question de le fait d'attribuer une valeur intrinsèque à la nature. C'est une question, comme vous l'avez bien reposée, qui est soulevée à partir du moment où on a opéré une distinction forte et qu'on a rendu la nature finalement assez dépeuplée, désocialisée, et donc un univers de choses. Et en fait, comme les choses, on n'a pas forcément à les respecter, ou peut-être qu'elles n'ont pas une valeur en tant que telle, mais juste une valeur instrumentale. On se pose la question comment réintégrer finalement la nature après l'avoir un petit peu mise de côté. Donc effectivement, les travaux d'anthropologie montrent qu'il y a beaucoup de situations où cette question en fait n'est même pas pertinente, puisque on est dans des contextes où ce que nous on désignerait la nature, c'est-à-dire une montagne, des animaux, des dieux, ils sont là font partie finalement de relations sociales qu'on peut avoir.
Et à ce moment-là, il y a même des situations où on peut dire que c'est les entités de la nature qui vont fixer les valeurs, en fait. Donc il y a vraiment une forme d'inversion. Et par rapport à la question du biomimétisme, c'est comme si là, il y avait une inversion, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas simplement de reconnaître que la nature a une valeur à ne pas être détruite ou maltraitée. Il y a une façon de rehausser la nature en disant la nature est même un enseignant, c'est un ingénieur qui a fait de la recherche et développement pendant des milliards d'années et qui a réussi. Et cette survalorisation de la nature, en fait, qui s'approche dangereusement du créationnisme, est, à mon avis, un vrai danger, en fait, de certains discours qui donnent trop de valeur à la nature. Donc c'est un point que je voulais mentionner. Et je m'arrête là. Je reviendrai sur la métaphore de l'évolution comme bricolage que vous mentionnez, mais on pourra en reparler peut-être tout à l'heure. Vous m'avez pris de court, c'était exactement les questions que j'allais vous poser. Ça me fait penser à une question peut-être un peu naïve, mais du coup, si la valeur de la nature, elle ne vient pas de fait biologique, d'où est-ce qu'elle vient ? Est-ce que ce serait une décision humaine, une convention, une croyance ? Et dans ce cas, en quoi elle serait intrinsèque ? Moi, ma réponse est assez simple, c'est que je pense que c'est une question qui n'est pas complètement pertinente si on l'aborde dans un cadre comparatiste anthropologique. Donc, voilà. Est-ce que je peux répondre un petit peu, voilà. Donc sur cette question de la nature, en fait, pour moi, ce qui a été assez éclairant, c'est de lire le livre de Virginie Maris qui s'appelle La part sauvage du monde. Et dedans, elle explique qu'il y a 3 concepts, enfin dans le mot nature, en fait, il y a 3 concepts différents. Il y en a un, c'est la nature totalité, un autre, c'est la nature normalité, et l'autre, la nature altérité. Et nous, en fait, depuis qu'on discute aujourd'hui, en fait, on parle de la nature altérité. Donc la nature altérité, c'est la part sauvage du monde, c'est la part qui est différente de nous, les humains, d'accord ? Donc ça se définit comme ce qui n'est pas humain, finalement. C'est un peu le côté artificiel, le côté artificiel, culturel qui serait lié à l'humain, et le côté naturel qui serait tout le reste, d'accord ? Donc c'est la nature altérité. Et donc, rien qu'avec ce mot nature, finalement, on met la nature de côté, on la considère comme étant différente de ce qu'on est nous, les humains. Et quand on parle aujourd'hui de redonner de la valeur à la nature, c'est un peu la réincorporer dans notre monde où on l'avait exclue comme si elle était séparée. Mais il y a aussi la nature vue comme les phénomènes naturels, c'est-à-dire les phénomènes qui existent, que l'on observe, qui sont observables. Donc voilà, tout ce qu'on dit, les sciences de la nature, ça va être la physique, la biologie, enfin tout ce qu'on peut observer de notre monde. Donc ça, c'est un peu peut-être la première définition qu'il y a eu de la nature, et qui correspond à la nature totalité, et ce que Virginie Maris appelle la nature normalité, c'est-à-dire ce qui est normal, les phénomènes naturels, ce qui existe naturellement par rapport au côté artificiel ou quelque chose qui est rare ou qui est exceptionnel. Donc nous, ici, redonner de la valeur, ou est-ce que la nature a une valeur intrinsèque ? C'est vraiment ce concept de nature altérité, cette nature qu'on a mis de côté en se disant c'est pas les humains. C'est comme si on avait écarté cette valeur. Mais finalement, on se rend compte que on a quand même au fond de nous on accorde une certaine valeur à cette nature. Donc il y avait un philosophe qui s'appelle Richard Routelet qui a proposé une expérience de pensée en 1973 qui s'appelle l'expérience du dernier humain sur Terre. Donc on suppose que sur la planète, tous les humains ont été éliminés sauf un. Il est tout seul. Et on sait qu'il ne va pas pouvoir survivre, il va mourir. Et il a le choix d'un interrupteur. Il peut aussi éliminer toute la biodiversité sur Terre ou pas. Donc on peut se dire, si jamais il n'y a pas de valeur, ce qui a de la valeur, c'est ce qui est lié aux humains et le reste n'a pas de valeur, peu importe. Et nous, au fond, on a envie qu'il reste, que la vie, elle reste sur Terre et qu'on la laisse couler et évoluer, même si les humains n'existent plus. Donc on sent qu'il y a quand même quelque chose dans la nature qui est indépendant des humains, qui existe une sorte de valeur, peut-être cette valeur intrinsèque qu'on essaye de comprendre, qui existe indépendamment des humains.
Alors, vous avez parlé du concept de nature-altérité. Ça m'emmène à une question un peu vicieuse, peut-être. Mais pour s'extraire du concept d'altérité, donc le concept de repenser un petit peu notre appartenance au vivant, en quelque sorte, est-ce que ce ne serait pas un luxe d'une société qui n'a plus recours à la chasse ou à une agriculture vivrière, qui n'a plus besoin qui n'a plus en tout cas cette vision directe avec la nature en tant que besoin, comme un stock fini de ressources. De toute façon, par exemple, on a besoin de se fournir en acides aminés essentiels par notre alimentation. Et ces acides aminés essentiels, on n'est pas capable de les produire nous-mêmes avec les enzymes de notre corps. Donc on a besoin d'autres êtres vivants. Donc de toute façon, il va falloir qu'on mange des plantes, et les plantes sont vivantes aussi. Donc on a besoin de se nourrir d'autres êtres vivants de toute façon. On ne peut pas s'exclure totalement du vivant et vivre sans les autres êtres vivants. On est totalement dépendants. Donc nous, aujourd'hui, dans cette salle, on a l'impression qu'on est tout seul. Il n'y a que les humains et on ne voit pas les autres. Donc déjà, il y a toutes les bactéries qu'on ne voit pas, qui sont dans notre corps et qui sont indispensables à notre développement. Sans ces bactéries, on n'aurait pas un développement des vaisseaux sanguins qui serait efficace au niveau de l'intestin, par exemple. Donc on a besoin de bactéries au cours de notre développement. Bien sûr, il y a des bactéries qui sont associées à des maladies, mais il y en a beaucoup d'autres qui sont vraiment utiles et utiles à tout ce qui est digestion, etc., qu'on ne voit pas. Voilà, on vit aujourd'hui dans un monde où on est éloigné des autres êtres vivants. Et du coup, on a l'impression qu'on peut vivre sans ces êtres vivants. Mais en fait, non, tous les jours, on mange quand même. Voilà, et on mange d'autres êtres vivants. Donc on ne peut pas totalement s'en séparer. Alors après, voilà, il y a la question, est-ce qu'on peut éviter de manger les êtres sentients, voilà. Donc la population, je pense, devient de plus en plus réceptive à ces questions, alors qu'avant, on ne se posait pas trop la question. Donc globalement, on voit qu'il y a des questions qui se posent. Après, du point de vue des changements de la société, je dirais qu'on n'y est pas encore, du tout même. Et une des raisons, je pense, c'est vraiment le fait que voilà, les centres d'abattage sont très éloignés, on ne les connaît pas, on ne sait pas ce qui se passe. Nous, la nourriture, elle nous arrive directement dans notre assiette ou au supermarché, et on ne voit pas tout ce qui s'est passé avant, toutes ces interactions avec les animaux, et du coup, ça empêche de se rendre compte de cette relation qu'ont certains humains avec les animaux, que nous, on ne voit pas finalement, dans notre vie courante. Donc, je pense que petit à petit, la société va évoluer. Il ne faut pas toujours être pessimiste. Par exemple, il y a 20 ans ou il y a 30 ans, dans les bars, tout le monde fumait et c'était normal. Et maintenant, on ne fume plus à l'intérieur. Donc, les mentalités ont changé, les comportements ont changé. Donc, je pense que ça pourra changer aussi. Ça prendra du temps, mais voilà. Très bien, justement, je voulais rebondir par rapport à ça, et notamment par rapport à la position de la science, par rapport à l'éloignement. Le terme, justement, est tout à fait juste par rapport à ça. Est-ce que la science, en apprenant de plus en plus sur donc les espèces qui nous entourent, est-ce qu'elle nous éloigne ou elle nous rapproche? Parce que justement, quand on trouve avec les mouches en l'occurrence, c'est donc le type de mouche sur lequel vous travaillez, il y a donc cette arrivée donc de cette colle potentielle. Donc on voit tout de suite un avantage. Est-ce que ça nous éloigne d'elle finalement, ou est-ce que ça nous rapproche, ou quelle est la position finalement par rapport à la science dans tout ça? Je pense que ça dépend des personnes aussi. Voilà. Donc moi, c'est vrai que j'ai commencé dans les années 90. Et donc depuis les années 90, j'étudie la mouche drosophile. J'ai pas changé. Mais il y a énormément de choses à étudier. Et moi-même, au cours de ma vie, j'ai évolué. Donc au début, je me posais pas du tout de questions, alors que maintenant, je vais essayer quand même de leur donner un certain bien-être, de vérifier qu'elles aient assez à manger, qu'elles soient pas trop en compétition. Alors qu'avant, je pensais pas du tout à ces questions. Et puis, la mouche drosophile, on appelle ça un organisme modèle. On a beaucoup de mutations qu'on peut créer. Donc maintenant, je me demande, certaines mutations qu'on crée qui affectent la forme des ailes ou la taille des pattes ou autre. Maintenant, je me demande si on fait bien de les conserver. Est-ce que les mutants qui portent ces mutations, est-ce qu'ils ont une vie bonne ou pas par rapport aux autres? Alors que toutes ces questions-là, au début, je ne me les posais pas du tout. Donc, je vois que, au cours de ma vie, ça a changé et c'est en train de changer.
Et donc tout ce qui est expérimentation animale au laboratoire, ça concerne surtout les vertébrés et puis aussi les mollusques céphalopodes, donc les seiches, les calamars, etc. Mais par contre, tout ce qui est insectes, pour l'instant, c'est pas considéré comme de l'expérimentation animale du point de vue de la réglementation, même si pour nous, des biologistes, les mouches sont des animaux, bien sûr, mais c'est pas incorporé dans la réglementation. Donc il n'y a pas de règles particulières à avoir. Et dans notre équipe, nous, on travaille aussi sur des mouches qui sont transgéniques, où on leur a ajouté des transgènes, on a fait des mouches transgéniques. Donc là, on a des réglementations sur les OGM, mais on n'a pas de réglementation liée à l'éthique. Voilà. Donc en ce moment, je fais partie d'un comité où on essaye de réfléchir justement à comment on pourrait améliorer les pratiques dans les laboratoires qui travaillent sur les insectes. Est-ce qu'il y a des règles simples qu'on pourrait mettre en place ou des choses comme ça? Donc on voit que les mentalités changent. Donc surtout les jeunes générations comme vous qui nous posent des questions aussi et qui remettent un peu en cause ce qu'on pensait. Et après, il y a de tout, je dirais. Voilà. Donc pour certaines personnes, on va évoluer, changer. Pour d'autres, peut-être moins, ils sont moins sensibles. Donc je pense que il n'y a pas vraiment de règles. Et je dirais pas forcément que c'est la biologie qui nous incite à revoir notre position, mais c'est plutôt en discutant avec d'autres qui ont une autre vision des choses. Peut-être je peux rebondir sur cette question de la distance et de la proximité qui apparaît lors d'expérimentations scientifiques. Mais je reviendrai à la question précédente sur savoir si c'était un luxe finalement d'une société déjà ayant satisfait tous ses besoins et que se poser les questions de la nature, c'était finalement une façon assez commode. Alors, peut-être, mais on pourrait aussi envisager un autre travers qui serait la conséquence de ce que vous décrivez, qui est en gros des populations urbaines assez déconnectées de ce qu'est un environnement naturel. Ça conduit aussi à une sorte de vision un peu fantasmée ou fantasmatique de la nature, avec laquelle finalement certaines populations n'ont pas du tout interagi. Et dans une certaine valorisation de la nature, du vivant, du sauvage, de ce qu'est une forêt comme un lieu de production, de réciprocité, de coopération. Il y a une tendance qu'on peut repérer en particulier dans les sciences sociales, mais aussi parce que c'est une tendance qui est présente dans la société, une tendance à se dire que finalement, ça rejoint ce que je disais sur le biomimétisme tout à l'heure, pour trouver des valeurs pour organiser la vie en société, peut-être qu'il faudrait regarder en fait comment fonctionne la nature. Et donc ça, c'est aussi une forme de renversement qui est très intéressante à suivre dans le monde contemporain. Alors ça peut avoir une vision un peu caricaturale dans certains discours qui prônent le biomimétisme en disant la société est guerrière, il faut regarder dans les forêts des formes plus coopératives, alors qu'on sait que dans la nature, en fait, on trouve tout et son contraire. On trouve à la fois effectivement des choses de coopération, on trouve des choses qui sont beaucoup plus violentes, beaucoup plus inégalitaires. Donc en fait, de savoir quelles valeurs on va prélever dans la nature pour les imiter, en fait c'est une question sociale et pour moi c'est une question profondément humaine. Donc je voulais souligner une forme d'excès qu'il y a aussi à non seulement vouloir protéger la nature, mais il y a un pas supplémentaire qui parfois peut être franchi en disant qu'il faudrait s'inspirer de la nature pour trouver nos valeurs sociales. Pas simplement pour faire des objets, isoler des fonctions, mais dire qu'il faudrait trouver en fait une meilleure forme de vivre en regardant la nature. Et ça, c'est assez dangereux. Et là, c'est vraiment l'apport des sciences humaines et sociales qui permet de débusquer quand même des sortes de rapprochements un petit peu problématiques. Au XIXe siècle est apparu ce qu'on a appelé le darwinisme social, qui consiste à dire de même qu'il y a une évolution darwinienne un peu inégalitaire, les sociétés fonctionneraient un peu de cette façon-là. Et chez certains anthropologues, je n'entrerai pas dans les détails aujourd'hui parce que c'est assez technique, mais il y a un discours qui vise à s'opposer au darwinisme au profit d'une approche que vous avez décrite tout à l'heure de la symbiose, de la coopération, mais qui en fait adopte un travers similaire qui dit il faut s'inspirer de la façon dont fonctionne la nature pour construire nos mondes sociaux. Et là, je pense que pour moi, il y a un vrai danger. Et je pense que méthodologiquement, c'est bien d'avoir
vous parliez de la distanciation que produit la science. Je pense que l'objectivation que permet la biologie, eh bien, il y a aussi une objectivation qui provient des sciences humaines et sociales. Et la façon dont on peut justement être fasciné plus ou moins par la nature et vouloir l'ériger en modèle, bah pour moi, c'est pas un phénomène naturel, c'est plutôt un phénomène social qu'il faut analyser et évaluer. Et donc c'est cette... bon, vous savez peut-être que... Bon, j'ai fait un peu de philo dans le passé, mais un des philosophes qui a beaucoup travaillé sur la question de la valeur, c'est Nietzsche, et qui se posait toujours la question avant de finalement... de se prononcer sur des valeurs, il faut voir en fait quelle est la procédure qui vient instituer des valeurs, quels sont les modes d'évaluation. Et donc je pense que il peut y avoir des excès dans la valorisation de la nature qui vont jusqu'à faire de la nature un exemple à suivre, ce qui est assez problématique parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas envie de suivre et qui existent dans la nature. Il y a des infanticides, il y a des rapports extrêmement inégalitaires, de violence. Bon, il n'y a aucune raison de se dire que la nature pourrait nous enseigner comment mieux vivre. C'est déjà assez compliqué entre humains. Si on s'imagine qu'il y aurait des solutions déposées, je pense que c'est une fausse bonne idée, en fait. Très bien. Et justement, je voulais rebondir par rapport au fait de la valeur. Donc, reconnaître une valeur en soi au vivant, est-ce que ça implique de moins s'en servir? Ou est-ce qu'on peut très bien continuer à exploiter quelque chose qu'on respecte, finalement? Oui. Oui, ce sont des questions difficiles, hein, voilà. Et donc la valeur, on voit qu'on est passé valeur de la nature, valeur du vivant, valeur de la vie. Donc pour moi, la valeur, ça s'attribue plutôt aux vivants, à des êtres vivants, je dirais. Donc la vie elle-même, c'est quelque chose de magique, quelque chose qu'on a envie de comprendre, avec les processus. Enfin, la vie, donc ça serait plutôt les processus dans lesquels les êtres vivants sont impliqués. Donc la croissance, la survie, le métabolisme, la vieillesse, tous ces phénomènes-là. Mais finalement, ce qui importe, ce à quoi on va attribuer de la valeur, c'est vraiment l'être vivant. Donc pour moi, c'est ça qui est important. Et on voit que, voilà, au départ, on parlait beaucoup de nature et maintenant on parle beaucoup de vivant. Donc c'est Baptiste Morisot, surtout, qui a vraiment insisté sur ce côté, que c'était vraiment le concept important. Et enfin, je trouve qu'il a vraiment raison là-dessus. Et donc les cours que j'avais donnés au Collège de France, ça s'appelait Penser le vivant autrement. C'était vraiment pour moi l'objet qu'on doit vraiment considérer. Et donc nous, quand on fait de la biologie, en général, on va s'intéresser vraiment aux aspects matériels et on va essayer de décortiquer le vivant, les êtres vivants qu'on a au laboratoire ou dans la nature, du point de vue matériel. Et pour moi, je vois ça plutôt comme comment on appelle ça, un principe en fait. On part du principe que on va supposer que tout est matériel, il n'y a rien de... Il n'y a pas d'âme ou d'esprit ou de choses sur lesquelles on n'a pas enfin, on ne peut pas toucher, on ne peut pas faire d'expérience. Et du coup, nous, on va vraiment analyser tout ce qui est matériel et voir jusqu'où on peut aller dans notre compréhension du vivant en regardant tous ces aspects matériels. Donc pour moi, la biologie, elle est très matérialiste, très naturaliste au sens de Philippe Descola, où on ne regarde que la matière. Mais ça n'interdit pas l'idée qu'il y a aussi autre chose. Mais pour moi, c'est pas vraiment la biologie qui va nous apporter cette autre chose. La biologie, elle arrive jusqu'à où elle arrive, et après, il y a peut-être d'autres choses, mais qui vont être difficiles à trouver grâce aux pratiques de la biologie. Je pense qu'effectivement, c'est ce que je disais tout à l'heure, il y a des options sociales dans la façon d'interagir avec le vivant ou avec les êtres de la nature. Et en fait, pour répondre à votre question, on peut tout à fait travailler, même faire souffrir un être, mais l'idée de faire avec, pas simplement de vivre avec, mais de collaborer, faire avec, toute cette idée d'association, elle peut impliquer aussi qu'il y ait une fatigue, des pertes, parfois des relations qui sont inégalitaires à un moment donné, si on prend quelque chose, par exemple, à un animal, mais il peut y avoir aussi un échange de services. On peut nourrir l'animal, en prendre soin, on peut le soigner. Donc, en fait, en soi, utiliser le vivant, n'est ni bien ni mal. C'est le système qu'on organise autour, qui peut avoir
des inflexions particulières. Il y a des systèmes plus ou moins prédateurs et d'autres qui sont plus ou moins centrés sur la réciprocité. Il y a même une anthropologue qui utilise une métaphore entre la forêt et une banque pour une population d'Inde qui, c'est une population animiste qui considère que la forêt, ce sont des parents qui vont donner, en fait, sans discontinuer des choses. Et la forêt à être respectée, mais on ne la fait pas travailler. C'est toujours à disposition. Donc ça, voilà, alors ça implique des pratiques rituelles, des conceptions de la famille, des conceptions du territoire. Si on va du côté des Andes, où il y a là des travaux très précis sur la façon dont les villages vont collaborer pour travailler les terres et avoir aussi des échanges entre différents étages écologiques. Là, ce qui est intéressant, c'est que la relation avec la nature ou avec les entités de la nature, c'est une relation aussi qui est fondée sur la réciprocité. On donne des choses à la nature, aux entités de la nature. En particulier, il y a cette idée qu'il faut cuisiner et donner à manger, et que les dieux, ou les entités de la nature vont se fatiguer pour travailler, donc ils vont souffrir. On le dit comme ça dans les rituels. Dans les Andes ou au Mexique, on dit « pardon, je t'ai fait souffrir, tu as donné de l'effort ». On demande pardon au maïs parce qu'on le fait souffrir au moment de le dégrainer. Et voilà, donc il peut y avoir des situations où on a conscience finalement d'exercer un pouvoir sur le vivant ou sur un paysage, mais essayer de le compenser de façon rituelle ou parfois aussi plus concrète en fait, parce que c'est pas parce que vous allez traire votre vache que vous allez la maltraiter. Je peux rajouter quelque chose sur aussi ce qu'on a dit tout à l'heure. Donc, sur l'attribution de la valeur, donc j'ai dit que c'était plutôt le vivant plutôt que la nature. Et en fait, dans le vivant, ce mot, il est un petit peu, à plusieurs sens, parce qu'il y a le vivant dans le sens être vivant et aussi dans le sens l'écosystème aussi. Et il y a aussi vraiment plusieurs visions quand on est biologiste. Donc il y a des biologistes qui vont attribuer de la valeur plutôt à l'écosystème en entier et d'autres plutôt à chaque être vivant. Et donc Catherine Larère et d'autres ont proposé le vocabulaire de écocentré quand on s'intéresse plutôt à l'écosystème, biocentré quand on s'intéresse à chaque organisme indépendamment, et par opposition à la vision anthropocentrée où la valeur elle est donnée surtout aux humains par rapport aux autres. Et pour moi, chacun d'entre nous, on a ces trois visions, anthropocentrée, biocentrée et écocentrée. Et selon les cas, on va être plutôt dans un sens ou plutôt dans un autre, mais finalement, on les a tous un petit peu. Donc, dans le cas de l'expérimentation animale, on va prendre un animal qu'on va considérer comme un modèle pour l'étudier, pour comprendre des choses, pour que ça nous apporte, nous, une amélioration de nos connaissances ou que ça nous aide à soigner des maladies humaines. Donc là, c'est vraiment, pour moi, la vision anthropocentrée pure et... Enfin, il n'y a pas plus anthropocentré que l'expérimentation animale, je dirais. Voilà. Et après, il y a beaucoup d'écologues qui vont aller proposer... par exemple, dans le parc de Yellowstone, ils ont proposé de réinstaller des loups et on a vu que ça a vraiment très bien marché pour restaurer les écosystèmes. Donc là, c'est des pratiques qui vont agir sur l'écosystème en entier en restaurant un écosystème avec un ensemble de relations avec différentes espèces. Et dans d'autres cas, on va avoir une approche plutôt biocentrée où on va s'intéresser à certains individus et considérer l'individu qui a sa valeur, peu importe l'écosystème. Donc Anne Atlan, elle a beaucoup étudié par exemple certains écosystèmes qui sont affectés par les chats, qui vont tuer les oiseaux qui sont endémiques sur certaines îles. Et les biologistes, en général, vont proposer d'éradiquer les chats ou d'éliminer les chats sur ces îles pour protéger l'écosystème. Mais c'est en contradiction avec les valeurs de la population locale qui, eux, ont des chats et qui, eux, veulent protéger leurs chats, donc qui ont une vision biocentrée. Et donc, elle a essayé d'étudier comment différentes personnes qui ont des visions différentes peuvent quand même aboutir à des accords. Et donc, sur certaines îles, ils avaient décidé de donner à manger aux chats errants. Et du coup, comme ça, ces chats-là n'allaient plus avoir de prédation sur les oiseaux sauvages. Et donc, ça a pu fonctionner comme ça. Donc, on n'a pas tous forcément les mêmes visions. Et parfois, en discutant, on peut quand même réussir à trouver des solutions qui vont convenir au plus de monde possible. Mais pas toujours. Donc,
Voilà. Et pour moi, il y a aussi la vision éconocentrée, peut-être si on a la vision écocentrée des écosystèmes, donc la vision basée plus sur l'économie, les finances, qui peut aussi de temps en temps agir et faire qu'on va avoir telle ou telle pratique sur les écosystèmes et sur les autres espèces. Et là, ce qui est très intéressant dans ce que vous esquissez, c'est cette idée qu'il y a une palette de possibilités, de même qu'il y a une biodiversité, il y a aussi une diversité de moyens d'action, et ils se font selon des critères qui varient selon les cultures et puis selon les périodes historiques, parce qu'on peut à un moment décider qu'effectivement on va éradiquer les chats ou les oiseaux, ou qu'on va arrêter de manger de la viande. Et donc là, il y a une sorte de pluralité de systèmes de valeurs humains qu'il faut prendre en compte aussi dans la façon dont on interagit avec la nature. Et cette dimension de choix, précisément, puisque je continue ma ligne un petit peu de cette dimension de choix, finalement, met aussi un peu en déroute l'idée qu'on trouverait une inspiration trop simple dans la nature. Puisque si la nature est une instance parfaite qui a tout bien fait, on n'a qu'à imiter et, en gros, à appliquer. Or, la question du choix fait qu'on est dans un rapport à la nature qui est toujours, en fait, historique, scientifique, moral, esthétique, avec des valeurs qui font que on doit prendre des décisions, souvent pas les bonnes, mais on est obligé de continuellement d'en prendre, en fait. Alors, j'aimerais juste revenir sur le discours que vous nous avez tenu précédemment, Madame Courtière-Gogozo. Vous avez montré que c'était un petit peu symptomatique, finalement, de notre tendance à hiérarchiser le vivant. Par exemple, le panda, oui, et le rat, plutôt non. Mais l'écologie, nous montre que tout est lié. Est-ce que ça ne serait pas un peu une sorte de préquel, un nouveau moyen de qualifier d'utile une espèce ou non, et donc de retomber dans des travers d'une vision ressourciste de la nature encore plus marquée? Donc, on arriverait à une vision plus ressourciste en faisant quoi exactement? J'ai pas bien entendu. Pardon. Une hiérarchisation du vivant. Pardon, j'entends pas bien. La hiérarchisation du vivant. Oui. Oui, en fait, cette hiérarchisation, elle est vraiment liée aux différences de valeurs qu'on attribue. C'est qu'on met les humains tout en haut de la pyramide et donc on leur attribue beaucoup plus de valeur qu'à d'autres êtres vivants ou d'autres écosystèmes ou à des écosystèmes. Et dès qu'on fait ça, forcément, on dévalorise un petit peu. Enfin, on dévalorise les autres par rapport aux vivants. Et donc, une chose qu'on fait, donc on met inconsciemment les humains au-dessus. Donc c'est normal aussi, on interagit avec les humains, c'est notre monde et on a envie de comprendre notre monde avec les humains, donc on comprend aussi cette tendance qu'on a. Et j'imagine, mon imagination fait que je pense que d'autres animaux, eux, vont mettre comme en piédestal leur propre espèce, parce que pour eux, c'est ça qui est le plus important. Donc ce que je dis à mes étudiants, si c'était l'araignée qui enseignait l'évolution, elle expliquerait comment, au cours de l'évolution, on est arrivé à la toile d'araignée, qui a un matériau super résistant, qui fait que les araignées, elles n'ont plus besoin d'aller chercher leur proie, elles tissent leur toile et elles attendent que les proies arrivent dans la toile d'araignée. C'est vraiment le top du top, avec un matériau super résistant. On n'a jamais fait mieux, même nous les humains, on a du mal à faire quelque chose d'aussi résistant. Donc chaque espèce voit ses spécificités. Donc nous, on est focalisé sur les nôtres. Mais en fait, chaque espèce en a. Même une bactérie, elle se divise super vite. Elle est capable de changer très rapidement l'expression de ses gènes en fonction de l'environnement. Elle réagit très très vite. Elle peut se diviser très vite. Nous, nos cellules, elles sont lentes. Elles mettent du temps à répliquer leur ADN. Les gènes sont mal rangés, alors qu'elles, tous ces gènes sont bien rangés par groupe selon les fonctions. Donc chaque espèce a ses caractéristiques. Et donc, en faisant cette hiérarchisation, on va mettre les humains un peu au-dessus des autres, et ça, c'est problématique. Et un autre problème, c'est qu'on met aussi au-dessus des autres, souvent, les outils, les objets fabriqués par les humains, et où même on va mettre en valeur ce qu'ont fait les humains. Par exemple, on va parler de producteurs de pommes. Alors que finalement, les humains qui produisent des pommes, ils ne font que planter des graines, avoir des arbres et récolter les pommes. On serait incapable de fabriquer une pomme
C'est un ensemble de molécules très très complexe avec voilà, plusieurs milliards de molécules, des molécules très différentes. On fait des transistors, on fait des téléphones portables, mais un téléphone portable, c'est beaucoup plus simple qu'une pomme. Une pomme, elle peut former un nouvel arbre. Un téléphone portable, il ne vous produira jamais de nouveaux téléphones portables. Donc, tout ce qui est reproduction, on ne sait pas faire avec des machines. Donc, nous, on est fascinés par les machines. Et on a perdu un peu cette fascination vis-à-vis du monde vivant, alors qu'il est vraiment fascinant et il a plein de choses qu'on ne comprend pas du tout encore aujourd'hui. Parfois, je dis qu'on comprend 1% de la biologie, mais en fait, je pense que c'est même moins que ça. On ne comprend vraiment rien, en fait. Donc, voilà, on dévalorise le vivant et on met aussi sur un piédestal nos outils, nos objets. Et ça aussi, je pense qu'on a besoin d'améliorer notre trajectoire de ce point de vue-là aussi. Alors nous sommes présentement dans une salle de conférence en train de discuter de valeurs intrinsèques du vivant et pourtant dans une vingtaine de minutes on va tous revenir à peu près à la vie normale comme si de rien n'était. Si protéger le vivant ça exigeait de réduire réellement la liberté humaine, où aller, quoi manger, combien être, etc. Est-ce que la valeur intrinsèque serait une notion qui tiendrait encore ou est-ce qu'on lui accorde de la valeur que tant qu'elle ne nous coûte rien? C'est pas facile. J'ai l'impression qu'on a eu plusieurs exemples depuis tout à l'heure du fait qu'il y a un questionnement social, individuel et social, qui évolue historiquement. Il y a des moments où il y a des choses qui sont partagées par une population. Bon, c'est ce qu'on appelle une institution. À un moment, il y a des pratiques, des schémas de représentation qui sont partagés par une population. Puis il y a des moments où les institutions vont changer. Par exemple, on le voit avec le végétarisme. Ça fait émerger un autre rapport au vivant. Après, je pense que ce qu'on a entendu aussi aujourd'hui avec les exemples qu'on a donnés, c'est que finalement, le respect ou la valeur accordée à la nature, en général, c'est quand même toujours lié à des sites particuliers, c'est lié à des pratiques particulières. Donc en fait, c'est quand même à chaque fois des micro-contextes qu'il convient d'étudier. En fait. Donc c'est difficile de donner une réponse complètement générale. Et en réfléchissant en fait à notre discussion d'aujourd'hui, je pensais par exemple à une façon de traduire cette reconnaissance d'une valeur à la nature dans des textes de loi. Vous avez fait référence à la Nouvelle-Zélande, mais bon, les cas connus, c'est la Constitution de Bolivie et d'Équateur, qui reconnaissent un droit à la naturaleza, à la Pachamama, à la nature et à la Pachamama. Alors déjà, en fait, ces droits et valeurs, il faudrait que je revienne sur le texte, mais en tout cas des droits, ça c'est certain, parce que la nature et la Pachamama, donc Pachamama, c'est la conception autochtone, en fait, de cette instance qui fait vivre. Déjà, en fait, quand on utilise le mot nature pour traduire Pachamama, en fait, déjà, on ne parle pas du tout de la même chose, en fait, ça c'est intéressant. Mais la question qu'on peut se poser, c'est de savoir jusqu'où, en fait, cette constitution qui utilise le langage, finalement, du droit occidental pour instituer, en fait, une sorte de sphère un peu protégée pour la nature, est-ce que c'est vraiment efficace ? Est-ce que, finalement, ce n'est pas plus efficace que des populations andines continuent à avoir leurs pratiques et continuent à faire des offrandes à la Pachamama ? Et donc, c'est aussi cette question de l'universalité qu'il y avait dans votre question, je pense, ou de savoir, en fait, moi j'ai l'impression que c'est quand même des sites particuliers à chaque fois qui sont à scruter, à analyser, et rarement la nature en tant que telle. On va conclure là-dessus, je pense. Merci beaucoup. On va passer maintenant à des questions du public. N'hésitez pas si vous avez des questions. Et voilà, on prend toutes les questions.